J'étais allongé au pied des escaliers quand j'ai compris que je ne serais plus jamais la mère ou la grand-mère de personne. Ma hanche me lançait de douleur, le souffle coupe. J'avais d'abord heurté le mur, puis les marches, et enfin le sol. Mon bras gauche avait encaissé le pire, mais c'était ma dignité qui brûlait le plus. Pas seulement parce que j'étais tombé, mais à cause de ce qui s'est passé juste après. Mon petit-fils Hugo se tenait en hautes marches, avec un sourire aux lèvres, comme s'il venait de gagner une partie. Et puis, d'un ton mon cœur qui me hantera encore longtemps, il a lâché, fait pasta comédie mamie. Comme si tout n'était qu'une pièce de théâtre, comme si mes larmes n'étaient pas réelles. Depuis la cuisine, sa mère annonce d'une voix excédée. Maman, s'il te plaît, pas de drame aujourd'hui. Aucune inquiétude. Aucune main tendue. Personne ne s'est approché pour m'aider. Personne ne m'a demandé si j'allais bien. Je suis resté là un long moment, incapable de parler, essayant de comprendre si j'étais plus blessé physiquement ou moralement. Et c'est à cet instant précis que j'ai su. Ce moment, humilié, meurtri et figé au bas de l'escalier, n'était pas le début d'une dispute. C'était la fin de quelque chose que j'ai refusé d'admettre comme déjà perdu. Je m'appelle Elisabeth Morio. J'ai 77 ans. J'ai élevé une fille qui ne me voit plus depuis longtemps, et un petit fils qui m'a poussé dans les escaliers parce que je le gênais. Et c'est la première fois que je dis la vérité, pas sur la chute en elle-même, mais sur la vie qui s'effondrait bien avant que mon corps ne touche le sol. Avant de devenir un poète pour quiconque, j'étais une femme qu'on écoutait. Si cette pensée qui ne cesse de revenir, comme une voix douce mais persistante dans ma tête. Bien avant que les blues n'envahissent ma peau ou que mes gestes ne deviennent invisibles, j'étais Elisabeth Morio. Professeur de littérature pendant 32 ans, épouse pendant 40, mère depuis 52. Et pour chacun de ces rôles, j'ai donné plus que je ne possédais, convaincu que l'amour finirait par revenir dans l'autre sens. J'ai rencontré François quand j'avais 19 ans. Il était réserve, un peu maladroit, avec des mains trop grandes pour les petites tasses à café et une voix lente posée. Nous sommes mariés l'année suivante, et j'ai cru, à cette époque, que l'amour se prouvait par les petits gestes. Plier une chemise avec soin, préparer les œufs comme il les aimait. Nous n'avions pas grand-chose, mais c'était suffisant. Il enseignait les sciences dans le même lycée que moi. À Suresnes, et chaque été, nous partions dans le Jura, chez sa tante, marcher dans les forêts et écouter le silence. Quand François est mort, c'était brutal, une crise cardiaque, un mardi matin, alors qu'il boutonnait sa chemise bleue préférée, celle qu'il portait pour notre 30e anniversaire de mariage. Je n'ai pas pleuré pendant les funérailles. Je me suis assuré que les fleurs étaient fraîches, que les petits feux suffisaient, et que le hommage ne ressemblait pas à un extrait de Silly. Puis je suis rentrée seule, j'ai rangé la chemise qu'il n'avait pas fini de boutonner, et je suis restée assise à la table de la cuisine pendant 3 heures sans bouger. Un an plus tard, ma fille Sophie m'a appelée en larmes. Son mari venait de la quitter, elle ne savait plus comment payer le loyer, les couchers, les factures. Elle a dit, « Maman, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas où aller. » Je lui ai répondu de rentrer à la maison. Je n'ai pas hésité une seconde. J'ai vidé la chambre d'amis, déplace ma machine à coudre dans le couloir, mis des draps propres sur le lit. Quand elle est arrivée avec Hugo dans les bras, j'ai cru que c'était un nouveau départ. J'ai pensé faire ce qu'une bonne mère ferait, faire de la place. Mais les choses ont glissé, comme elles le font toujours. Elle avait dit 6 mois, juste le temps de se remettre sur pied. Mais le temps a fondu. Hugo a eu 2 ans, puis 5. J'ai pris ma retraite plus tôt pour m'occuper de lui. J'ai payé le crédit de la maison. Quand Sophie a travaillé davantage, j'ai pris en charge le reste, les repas, le linge, les devoirs. Quand la chaudière est tombée en panne, j'ai réglé la note. Quand le toit a fui, j'ai trouvé un couvreur. Je n'ai jamais dit non, et peut-être que c'est la mon erreur. Je croyais qu'en donnant un peu plus, ils finiraient par remarquer, que Sophie finirait par me dire merci, que Hugo me serrerait dans ses bras avec reconnaissance, mais la gratitude dans cette maison n'a jamais eu droit de citer.
Et quelque part, au fil des jours, je suis devenu un bruit de fond, un service, un automatisme. La femme que j'étais vivait encore, là au fond de moi, silencieuse, oubliée, inattente, n'est jamais brutale. On ne se réveille pas un matin en découvrant qu'on a disparu. Qu'elle arrive un morceau, un oubli, puis un autre, une parole coupée, une porte qu'on referme sur vous sans y penser. Et au début, je me suis dit que Sophie était juste débordée. Qu'entre le travail, la pression, l'éducation de Hugo, elle n'avait plus d'espace pour les gestes tendres. Alors j'excuse, rationalise, pardonne ce que personne ne s'excusait jamais de faire. Il fut un temps où Sophie me demandait mon avis. Pour des recettes, des achats, même des robes. Elle me montrait les catalogues, m'appelait depuis le supermarché. Puis elle a cessé de demander. Et sans que je m'en aperçoive, elle a aussi cessé d'écouter. Aujourd'hui, elle prend toutes les décisions de la maison sans moi. La marque du café, le fournisseur internet, même la décoration du salon. Mon opinion ne compte plus. Je suis là, mais je ne fais plus partie de rien. Un jour, un canapé est arrivé sans que je ne sois informé. 2 livreuses l'ont porté jusqu'au salon en contournant mon vieux fauteuil en velours rose, celui dans lequel j'y passe plus de 20 ans à tricoter, lire, consoler Hugo. Sophie leur a dit, sans même un regard pour moi, mettez l'ancien dans le garage, il vienne. Et je suis restée la figuée, à les regarder emporter ces morceaux de moi, le reléguer à côté de la chaudière. J'ai commencé à dîner seule, non pas parce qu'on me la demande, mais parce que la table s'est remplie sans moi. De téléphones, de bruits, de soupirs. J'ai préféré attendre que tout le monde ait fini, me servir une petite assiette et m'installer au comptoir de la cuisine. Le silence m'était moins douloureux que l'indifférence. Hugo a changé lui aussi. Avant, il venait se blottir contre moi, me montrer ses dessins, me réclamait mon gâteau au yaourt. Maintenant, il passe devant moi sans me voir. Il ne dit plus bonjour, il ne me dit plus bonne nuit. Une fois, il a même enjambé le panier de lignes que j'ai plié sans le moindre mot, comme si qu'elle ne le concernait pas, comme si que panier, comme moi, faisait partie du décor. J'ai découvert que mon nom avait été retiré de sa fiche d'urgence scolaire, remplacé par celui d'une amie de Sophie. Quand je lui ai demandé pourquoi, elle a haussé les épaules. Tu sais, maman, tu vieillis. Et si jamais tu ne peux pas y aller à temps, j'ai hoché la tête. Je n'ai pas protesté, mais j'ai senti une douleur vive me traverser. Ce genre de blessure qu'on ne montre pas, mais qui fait vaciller. Ce n'était pas la violence qui me blessait, qu'était la facilité avec laquelle ils me mettaient de côté, comme si c'était naturel, comme si j'étais déjà parti. Alors je me suis accrochée à cette idée folle, continuer d'être utile, me rendre indispensable. Peut-être qu'ainsi, ils me verraient de nouveau. Mais à force d'être utile, on devient utile. Et les utiles, on ne les remercie pas. On les range. Quand je ferme les yeux, je les revois encore. Pieds nus sur la terrasse, les joues couvertes de jus d'abricot, tenant une paquerette comme si c'était un trésor. Hugo avait 4 ans à l'époque, et chaque matin, il courait dans ma chambre avant même que je sois levée, s'enroulait dans la couverture et me murmurait « Mamie, t'es réveillée ?» Parfois, je faisais semblant de dormir juste pour qu'il le répète encore une fois. Il avait cette façon de m'enlacer qui me donnait l'impression que le monde s'arrêtait. C'était moi qui le bordais tous les soirs. Moi qui inventais des histoires quand l'orage grondait. Moi qui coupais les croûtes de ces sandwichs parce qu'il disait que capiquait. J'ai assisté à chaque kermesse, même quand il se mettait à pleurer en oubliant les paroles de la chanson. J'étais là toujours, avec une gourde de sirop et un sourire. Il me tenait la main sans raison, juste pour sentir mes doigts. À cette époque, son amour était simple, immédiat. Mais les enfants changeant, ils s'observant, ils s'imitant, et parfois, ils s'adoptant ce qu'ils voyaient plutôt que ce qu'on leur enseigne. J'ai commencé à remarquer des petits signes, des gestes brusques, des soupirs, si ton condescendant qu'il prenait, de plus en plus souvent. Il m'appelait parfois la vieille avec un sourire narquois. Un après-midi, je lui ai demandé d'enlever ses chaussures pleines de bouillie, et il a marmonné. Pourquoi tu t'en fiches? Tu sors jamais. Sophie a tout entendu. Elle n'a rien dit. Ce soir-là dans mon lit,
Je me suis demandé depuis combien de temps il ne m'avait pas prise dans ses bras. Sans y être obligé, avec sincérité, je n'ai pas trouvé. Par contre, je me souvenais parfaitement du temps c'est quand je lui avais demandé de mettre ses affaires dans le lave-vaisselle, du regard vide qu'il m'avait lancé quand je lui avais dit que j'étais fier de lui. Il n'avait plus besoin de moi. Mais ce n'était pas seulement le besoin qui avait disparu, qui était le respect. Je croyais que l'amour, planté tout dans le cœur, poussait avec les années. Mais l'amour a besoin d'être nourri, arrosé. J'étais la seule à entretenir ces jardins, et tout le monde restait à l'ombre, sans jamais tendre la main. Hugo n'a pas toujours été cruel, mais la cruauté n'a pas besoin de racines profondes. Il suffit d'un instant, une bousculade, un rire, une phrase lancée avec mépris pendant que vous étiez étalé au sol, et le silence d'une mère depuis la cuisine qui vous transperce plus que la douleur. J'avais élevé ces garçons, porte, console, protégé, et ce jour-là, il arrive pendant que je pleurais. Pendant 3 jours après la chute, je suis resté presque tout le temps dans ma chambre. Ma hanche me faisait terriblement mal, et un hématome immense s'étendait sur ma cuisse comme une tache d'encre. Chaque pas était une épreuve, mais je ne disais rien. J'attendais, peut-être une main sur la porte, un mot, un regard inquiet. Mais personne n'est venu. Le monde de Sophie et Hugo continuait, comme si de rien n'était, comme si je n'étais jamais tombé. Le 2e jour, j'ai entendu Hugo courir à l'étage, sa musique à plein volume, faisant vibrer les vitres. Sophie lui a crié de baisser, mais elle ne m'a pas demandé si j'allais bien. Je me suis assise au bord du lit et j'ai essayé de tirer doucement ma jambe. La douleur m'a foudroyé, mais je me suis dit que j'avais survécu à des choses pires, à l'accouchement, au cancer, à l'enterrement de mon mari. Je survivrai ce cas aussi, mais je n'oublierai pas. Le 3e soir, je me suis levée pour aller jusqu'à la salle de bain. En me regardant dans le miroir, j'ai à peine reconnu mon reflet. Mon visage semblait plus fatigué que jamais. Fatigue d'être ignoré, d'exister dans un espace qui ne voyait plus ma présence. Je suis retournée dans ma chambre et j'ai ouvert le tiroir de ma table de nuit. À l'intérieur, un carnet à spirale où j'avais noté tous les détails de la maison, les factures, les codes, les numéros. Tout était à mon nom. J'ai feuillé les pages une par une, les doigts tremblants. Je revivais les décisions prises dans le silence. Quand j'avais soldé l'hypothèque avec mes économies, quand j'avais renouvelé l'assurance, quand j'avais mis en place les prélèvements pour que tout fonctionne sans qu'on me le demande. Et je me suis rendu compte d'une chose évidente. Rien dans cette maison ne leur appartenait vraiment. Ils ne m'avaient pas parlé depuis l'incident, et pourtant j'ai commencé à retrouver une forme de paix. Une éclate, je pensais à toutes ces années données, sans retour. Je pensais à chaque repas préparé, à chaque ligne pliée, à chaque jour où je m'étais pour ne pas déranger. Et je me suis demandé s'ils ne me voyaient pas quand je tombais, me verraient-ils si je partais. Ce soir-là, j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai cherché une avocate. Pas pour créer un conflit, juste pour mettre les choses en ordre. J'ai trouvé une étude juridique à Montreuil, bien notée. J'ai pris rendez-vous sous mon nom de jeune fille, Moreau, sur le calendrier de la cuisine. J'ai marqué un petit point discret, à peine visible. Ils n'y prêtaient jamais attention de toute façon. Quand j'ai refermé l'ordinateur, une étrange sensation m'a envahi. Pas de colère, pas encore du courage, mais une présence. Comme si, après des années d'oubli, j'avais enfin repris ma place dans ma propre histoire. Ce matin-là, la cuisine est restée vide. Pas d'odeur de café, pas de pain grill, pas de casserole sur le feu. D'habitude, à cette heure pile, je suis debout devant les plaques, les mains en action. Les oufs, les tartines, tout prêt comme chaque jour depuis des années. Mais ce matin-là, je suis restée au lit. J'ai écouté l'espace précipité de Hugo, son éternel bruit de course dans les escaliers. Puis le silence, légèrement tendu, quand il a ouvert le frigo. Les placards en claque, un tiroir a été tiré sèchement. Mais personne n'a appelé mon nom. Personne n'est monté. Quelques minutes plus tard, mon téléphone vibre. Un message de Sophie. Pas une question.
Juste une phrase sèche. Y a pas d'œufs? Je l'ai lu calmement. Puis j'y repose le téléphone sans répondre. Ce n'était pas une punition. Ce n'était pas de la rancune. J'avais simplement décidé que c'était terminé. Termine de m'effacer pour nourrir ceux qui ne me voyaient plus. À partir de ces jours-là, ils devraient se débrouiller. Préparer leur propre petit déjeuner, faire leur vaisselle, chercher leurs chaussettes. J'ai aussi arrêté de faire leur lessive. Le linge s'est accumulé dans le couloir, les paniers débordant, toujours pas une question, juste des soupirs, des plaintes étouffées. Sophie s'est mise à râler au téléphone. J'ai l'impression de tout faire toute seule, disait-elle, et j'étais là, assise dans ma chambre, à l'écouter sans me montrer. Elle se plaignait dans une maison que j'avais payée, avec des appareils que j'avais achetés, buvant un café que j'avais toujours préparé. Je me suis remise à mes affaires. J'ai commencé à trier mes papiers, à classer les documents importants dans un petit classeur bleu, actes de propriété, relevés bancaires, testaments. J'ai préparé doucement la suite, sans bruit, sans crise. Chaque soir, j'ai passé un peu de temps sur la terrasse, à regarder les feuilles bouger dans les arbres. Hugo passait à côté de moi sans un mot. Sophie rentrait en voiture, fatiguée, les yeux baissés. La maison devenait plus terne, plus désordonnée. Les reflets exacts de ce qu'ils étaient devenus. Ils ne se sont pas demandé pourquoi j'avais arrêté. Ils ont juste remarqué ce qui manquait. Le repas, l'ordre, la chaleur. Ils ne voyaient pas la femme, juste l'absence. Et qu'était là toute la vérité. Ils ne m'avaient jamais vraiment regardé. Seulement ce que je faisais pour eux. Alors je leur ai offert ce qu'ils pensaient déjà posséder, mon silence, mon retrait, mon vide, une table sans assiette, une cuisine sans marmite, une maison sans bras pour la tenir. C'était un mardi matin clair, sans vent. J'ai quitté la maison sans bruit, mon sac sous le bras, un dossier soigneusement préparé contre ma poitrine. Sophie dormait encore. Hugo, absorbé par son écran, n'a même pas levé la tête. Je n'ai laissé ni mot ni regard. J'ai fermé la porte derrière moi avec lenteur, sentant déjà le poids de la décision s'alléger un peu dans mes épaules. Le cabinet se trouvait à Vincennes, à 15 minutes en taxi. J'avais choisi avec soin. Je voulais quelqu'un qui ne me prenait pas pour une vieille femme de passé, quelqu'un qui écouterait sans hausser les sourcils. Maître Rina Lemoine m'a accueilli avec un sourire simple, une voix claire et des mains sûres. Une femme plus jeune que moi de 25 ans, sans trace d'impatience ni de condescendance. Elle m'a demandé si je voulais un café. J'ai décliné. J'étais venue pour parler, pas pour être maternée. Je lui ai tout raconté, pas seulement la chute, mais les années avant, la maison payée avec mes économies, les factures en mon nom, les silences qui me collaient à la peau depuis des années. Je parlais sans chercher la pitié, juste la vérité. Elle n'a pas posé de questions inutiles. Elle a écouté. Puis, calmement, elle m'a guidé à travers les étapes. Réécriture du testament. Révocation de la procuration que j'avais donnée à Sophie quand elle était au plus mal. Retrait de leurs noms de mes comptes. Elle m'a demandé si je voulais laisser quelque chose à Hugo. J'ai dit oui, mais pas de l'argent. Une lettre, écrite de ma main. Elle a hoché la tête, notée, sans commentaire. Ce n'était pas une vengeance, c'était un acte de clarté. Nous avons passé de heures ensemble, dans cette petite pièce aux murs pâles et aux classeurs bien rangés. J'ai signé chaque document sans trembler. En rentrant, j'avais la sensation étrange de m'être retrouvée. Non pas une nouvelle femme, mais celle que j'avais avant de disparaître dans les besoins des autres. Quand je suis revenue à la maison, personne n'avait remarqué mon absence. La cuisine était salée. Le bol de céréales de Hugo traînait sur le comptoir. Sophie était au téléphone, la voix nerveuse, agitée. J'ai traversé le couloir sans dire un mot, suis montée dans ma chambre et ai fermé la porte derrière moi. Assise dans mon fauteuil, j'ai regardé par la fenêtre. Le ciel était clair, sans promesse ni menace. Il me restait encore des démarches, des décisions, des départs à préparer. Mais je n'attendais plus qu'on me demande comment j'allais. Je le savais déjà. Et cette fois, ils ne me verraient pas venir. C'était un jeudi matin ordinaire. Je suis sortie toute, une cabasse vide à la main. Direction le petit marché de la place Diderot.
Cette fois, je n'ai rien acheté pour eux. Pas de paquets de pâtés familiaux, pas de bouteilles de lait pour toi, pas de biscuits au chocolat pour Hugo. Seulement ce dont j'avais besoin pour moi, 2 boîtes de soupe, une miche de pain de campagne, un petit pot de confiture, du beurre et 4 pommes. De quoi me nourrir quelques jours sans éveiller les soupçons. Je suis ensuite allé à la banque, pas la grande, où se trouvent les comptes communs, mais la petite agence dans laquelle j'avais gardé un livret au nom de jeune fille. Un compte discret, ouvert il y a longtemps, juste assez pour payer le début d'une nouvelle vie. J'y retire une somme modeste en liquide et la glisse dans mon sac. Cette fois, c'était pour moi, rien que pour moi. En rentrant à la maison, j'ai senti tout de suite qu'elle m'était devenue étrangère. Hugo hurlait dans le salon, le visage illuminé par son écran. Sophie, téléphone à l'oreille, tournait en rond dans la cuisine, sans même voir le désordre autour d'elle. Personne ne m'a demandé où j'étais. Personne n'a remarqué mon absence. J'ai monté les marches lentement, dépose mes courses dans ma chambre et fermé la porte. Ce soir-là, je n'ai pas mis les pieds dans la cuisine. J'ai mangé seule, comme depuis des semaines, mais cette fois, je le faisais dans le calme. Un simple sandwich, une pomme, un verre d'eau. Je me suis assise près de la fenêtre, les lumières de la ville clignotant au loin, et je pense que c'est la dernière fois que je regarderai cette maison depuis ce côté du mur. Tout était déjà prêt. Mon futur logement m'attendait. Une résidence tranquille pour seigneurs à Rouet Malmaison. Meublé, propre, lumineux. J'y avais versé la compte grâce à l'aide de Maître Lemoine. Le bail était signé, la date fixée. Personne ne le savait. J'ai commencé à faire mes bagages. Pas tout, juste l'essentiel. Une valise, 2 cartons, les albums photos, les papiers importants, les lettres de François, le reste, je les laisse, qu'ils gardent le micro-ondes, les rideaux que je n'ai pas choisis, les bibelots que personne ne dépoussiérait. Ce n'étaient pas mes souvenirs, seulement les habitudes. Le lendemain matin, avant le lever du soleil, j'ai fermé ma valise, mis mon manteau, et suis descendu une dernière fois. Sur la table de la cuisine, j'ai posé mes clés. À côté, un mug froid et une pile de factures ouvertes. Je suis sorti sans bruit. J'ai fermé la porte derrière moi, et je suis parti. Il se révélera dans une maison vide, sans pain frais, sans café, sans moi, qu'ils apprenaient à vivre avec ce que mon absence laisserait derrière. Il n'a pas fallu longtemps pour que le silence devienne vacarme. Avant midi, Sophie m'avait déjà appelé 4 fois. Mon téléphone vibrait, insistant, comme s'il pouvait me ramener en arrière. Je le laissais sonner puis s'éteindre. Aucun message vocal, aucun mot de ma part. J'ai fini par couper le téléphone entièrement, pas pour les punir, mais pour me protéger. Dans l'après-midi, les messages ont commencé à pleuvoir. D'abord police, presque inquiète. Maman, où es-tu? Puis, tu peux juste me dire si tu vas bien? Je les lisais sur l'écran de mon vieux téléphone préparé, celui que j'avais acheté en secret. Aucun n'a reçu de réponse. Ce n'était pas une fuite. C'était une décision. Ils ne s'étaient jamais souciés de savoir comment j'allais quand j'étais dans leur maison. Ils allaient devoir apprendre à vivre sans mes réponses. Ce soir-là, j'étais assise dans le salon de mon nouvel appartement. Un lieu calme, sobre, qui ne m'appartenait pas encore dans les objets, mais déjà dans l'esprit. Le fauteuil était confortable, le silence doux. J'ai bu en regardant les fenêtres éclairées de l'immeuble d'en face. Là-bas, des familles parlaient, cuisinaient, s'engueulaient peut-être. Ici, je respirais. Le lendemain, Sophie a appelé ma sœur à Clermont-Ferrand, puis la voisine d'en face, puis même la paroisse du quartier, bien que je n'y sois plus retournée depuis des années. Elle cherchait des indices, des traces, des réponses, mais j'avais tout prévu, pas un fil, pas une note, pas un oubli. J'avais tiré un rideau complet entre moi et cette ancienne vie, puis la lumière s'est coupée. Elle avait dû réaliser trop tard que les prélèvements automatiques venaient de mon compte. Le frigo a cessé de ronronner. Les aliments ont commencé à pourrir. L'eau chaude s'est arrêtée. Les mails urgents sont restés sans réponse. Sophie a tenté d'appeler EDF, mais on lui a refusé l'accès. Elle n'était titulaire de rien.
Rien de ce qui faisait tourner cette maison ne lui appartenait. Je les imaginais tous les deux dans cette pénombre. Hugo criant que la Wi-Fi ne marchait plus. Sophie tentant de joindre un technicien, perdu devant les factures. Je ne ressentais pas de joie à les savoir déboussolés. Seulement une justice tranquille. J'avais été le pilier silencieux. Maintenant que je n'étais plus là, ils voyaient les fissures. Ils ne savaient pas où j'étais. Ils n'avaient aucun moyen de me retrouver. Et pour la première fois, ils comprenaient peut-être que la femme qu'ils croyaient fragile, effacée, interchangeable, avait en réalité tenu l'équilibre de toute leur vie. Qu'ils restant dans ce silence. Qu'ils goûtant ce vide. Je n'étais plus là pour recoller les morceaux. Les messages continuaient d'arriver, comme des gouttes sur un toit déjà fissure. Au début, ils étaient encore mesurés. Maman, s'il te plaît, réponds. Puis plus insistance. Tu ne peux pas disparaître comme ça. Je les laissais sans réagir, assis dans mon fauteuil, dans mon nouveau salon où personne ne me demandait rien, où personne ne me renvoyait à mon silence comme à une faute. Au bout de quelques jours, les appels ont pris une autre tournure. La voix de Sophie, enregistrée sur mon répondeur, n'était plus qu'un souffle court, haletante, presque désespéré. Je ne sais plus quoi faire. Le congélateur a tout lâche, il y a de l'eau partout, je ne trouve pas les papiers de l'assurance. Et plus tard, c'est toi qui faisais marcher tout cas, je n'ai jamais su comment. J'écoutais, puis j'effaçais. Un jour, Hugo a envoyé un simple mot. Mamie, rien d'autre, pas de point, pas d'excuse, pas même une phrase. Je suis restée là, le téléphone en main, à fixer ses mots pendant de longues minutes. Qu'était la première fois qu'il m'écrivait depuis des semaines. Ce n'était pas de l'amour, qu'était de l'inquiétude, du désarroi. Il ne savait pas quoi faire sans moi. Je n'ai pas répondu. Le lendemain, j'ai reçu un message vocal différent. Plus long, plus vrai. Sophie disait, je suis désolée. Je ne réalisais pas à quel point tu faisais tout. Je croyais que tu serais toujours là. Je suis fatiguée. Hugo est perdu. Et puis, comme si les mots lui échappaient. Reviens à la maison, s'il te plaît. C'est à ce moment-là que les larmes sont venues. Pas à cause de sa voix, pas à cause des mots mêmes. Mais parce qu'il avait fallu cette absence, ce vide, cette chute invisible, pour qu'elle comprenne enfin. J'ai pleuré doucement. Pas de colère, pas de soulagement. Juste ces vieux chagrins silencieux qui avaient dormi trop longtemps. Je n'ai pas rallumé le téléphone. Je n'ai pas rappelé. J'ai pris un carnet et j'ai commencé à écrire une lettre. Pour Hugo, pas pour l'accuser, pas pour le blesser, mais pour lui dire la vérité. Lui raconter ce que qu'est de donner sans retour, d'aimer sans être vu, d'exister sans reconnaissance. Je voulais qu'il sache qu'on ne bouscule pas une femme parce qu'elle vous dérange, et qu'on ne rit pas quand elle pleure. J'ai glissé la lettre dans une enveloppe. Je l'ai confiée à Maître Lemoine, avec une consigne claire, qu'elle ne la remette que si Hugo venait la chercher lui-même. Si un jour, il voulait comprendre. Je suis restée assise dans le silence, pas le silence vide d'avant, mais un silence choisi. Et pour la première fois, je m'écoutais moi, rien d'autre. Mon père disait souvent, si ton nom est sur les papiers, c'est toi qui décides quand ouvrir la porte, ou la fermer. Je n'y avais jamais vraiment pensé. Pas jusqu'à ce jour où j'ai signé les derniers documents chez Maître Lemoine pour mettre en vente la maison, pas la maison de Sophie. Pas celle de Hugo, la mienne. Chaque tuile, chaque serrure, chaque facture portait mon nom. Et c'était moi, désormais, qui décida ce que j'en ferais. Une jeune agente immobilière s'est présentée avec son carnet et son sourire poli. Elle m'a posé des questions sur le toit, sur le système de chauffage, sur l'état des fenêtres. Elle a observé les pièces comme on observe un terrain à conquérir. Elle ne voyait pas le berceau que j'avais monté pour Hugo, ni le fauteuil où j'avais pleuré des nuits entières. Elle ne voyait qu'un bien immobilier. En moins d'une semaine, les offres sont arrivées. Le quartier est à recherche. La maison bien entretenue. J'ai accepté celle d'un couple avec 2 jeunes enfants et un chien. L'idée que des rires innocents reviennent hanter ces murs me plaisait. Des rires différents, des rires qui ne blessent pas. Quand j'ai eu le chèque entre les mains, je me suis sentie calme,
Ce n'était pas une fortune. Ce n'était pas une revanche. C'était un symbole. Je la dépose sur un compte que j'étais sûr et à contrôler. Et j'utilise une partie de la somme pour payer mes premiers mois à rouer ma maison. Le reste, je la laisse dormir. Je n'en avais pas besoin pour vivre, juste pour respirer librement. Le dimanche suivant, je suis allé voir François. Sa tombe est dans un coin paisible du cimetière de Fontenay-sous-Bois. J'ai apporté une rose jaune, sa préférée. J'ai posé la fleur sur la pierre et je me suis assise. J'ai parlé, tout doucement, de la chute, de la solitude, de la fuite, de la délivrance. J'ai raconté tout ce que j'aurais voulu lui dire avant. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste laissé les mots sortir, comme s'il les entendait. En repartant, je me suis retourné une dernière fois vers la pierre grise, et j'ai murmuré, c'est fini, je suis libre. La maison n'était pas qu'un bâtiment, qu'était une offrande, un sacrifice, et maintenant, elle était devenue le départ de quelqu'un d'autre. Et moi, enfin, j'avais trouvé le mien. Certains croyaient que retrouver sa dignité, s'écriait très fort pour qu'on vous entende. Mais moi, j'ai appris que la dignité est bien plus silencieuse. Elle ne cherchait ni les applaudissements ni la vengeance. Elle s'installe quand on choisit de ne plus s'expliquer à ceux qui ne veulent pas comprendre. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas claqué de portes. Je suis simplement parti. Et j'ai emporté avec moi ce que j'avais de plus précieux, moi-même. Depuis que j'ai quitté la maison, mes journées ont changé. Elles sont simples, paisibles. Le matin, je marche un peu dans les petits jardins de la résidence. Il n'est pas grand, mais il sent la lavande, la terre fraîche. Personne ne m'attend, personne ne me bouscule. Je lis, je cuisine juste pour moi. Je vis à mon rythme. Je vais à la bibliothèque 2 fois par semaine. J'emprunte des romans, des histoires sans crise, sans injonction. Je me pose sur une banque, je regarde les passants. Je me demande parfois à quoi ils retournent le soir. Et je me dis que moi, je retourne à moi-même. Ma lettre pour Hugo est prête. Elle ne contient ni reproche ni colère. Juste des vérités, des souvenirs, des silences brises. Si un jour, il veut savoir, il saura. Je l'ai laissé chez Maître Lemoine, avec la promesse qu'elle la lui remettra si lui-même vient la réclamer. Je n'ai rien laissé au hasard, sauf le temps de comprendre, le temps de guérir. Sophie continue de m'appeler. Parfois, sa voix tremble. Elle laisse des messages plus longs, des mots comme pardon, fatigue, peur. Je les écoute parfois, mais je ne réponds pas. Je ne veux pas repartir en arrière. Je n'ai plus envie d'être la maintendue que l'on oublie de ce qu'elle vous relève. Je ne suis pas en colère. Je suis lucide. J'ai donné tout ce que j'avais. Par amour, pas par faiblesse. Et quand ce don est devenu invisible, j'ai arrêté. La dignité ne fait pas de bruit. Elle ne gifle pas. Elle s'éloigne, tranquillement. Et elle ne revient pas. Dans le silence de ma nouvelle vie, je retrouve ce que j'avais perdu depuis trop longtemps. Moi, mon prénom, mon souffle, mon espace. Et chaque jour, je me lève sans rien devoir à personne, et cela suffit.